À Nice, des chercheurs mettent au point un sang artificiel, une découverte essentielle pour éviter toute forme de contamination. Bernard Tapie contre-attaque, il demande des comptes au Crédit Lyonnais à propos de la vente de sa société Adidas. Israël, pour la première fois depuis le début de la vague d'attentats, le Premier ministre, M. Shimon Peres, s'explique. Je pense que finalement, la paix va gagner. La suite, ce sera après le journal dans Invité spécial, en direct de Jérusalem, ce soir. Madame, Monsieur, bonsoir. Des chercheurs niçois mettent actuellement au point un substitut de sang humain, un sang artificiel qui pourrait être utilisable dans un délai de 5 ans maintenant. L'intérêt de ces découvertes est évident. 1. Éviter toute forme de contamination, on pense bien sûr au sida. 2. Éviter tout problème de quantité disponible. Yasmina Farber, Didier Beaumont. Ça ne ressemble pas à du sang, ça n'en a pas la couleur, et pourtant, le fluorocarbure, associé à d'autres molécules, devient une émulsion injectable dans l'organisme, avec certaines propriétés du sang humain. Il ne s'agit pas de sang artificiel, il s'agit d'un produit capable de transporter l'oxygène, c'est-à-dire de remplir une fonction vitale du sang, qui est de transporter l'oxygène, le gaz carbonique, donc d'alimenter les tissus en oxygène. Mais attention, le fluorocarbure ne joue pas le rôle des globules blancs, il ne permet pas de protéger l'organisme des bactéries ni de coaguler. Un être humain ne survivrait pas avec ce seul liquide. Les chercheurs niçois et américains travaillent sur son utilisation pendant des interventions chirurgicales. Le patient n'aura plus besoin de poches de sang étrangers. Une formule magique développée par un laboratoire américain. Quant au professeur Riss, il se penche déjà sur d'autres propriétés du fluorocarbure, comme celle de conserver les organes. L'Agence du médicament publie aujourd'hui un rapport dans lequel il est précisé que la moitié des nouveaux médicaments mis sur le marché l'an dernier en France sont des produits dits génériques, c'est-à-dire des copies de marques vendues moins chères, ce qui va dans le sens de la politique des pouvoirs publics. Pour autant, dans ce domaine des médicaments génériques, la France est encore très loin de ses voisins allemands ou anglais. 4% seulement du marché. Les raisons, Jean-Daniel Flézaquier, Jacques Gérard. Une infection de la gorge qui traîne, il faut alors donner des antibiotiques et puis prescrire aussi un fluidifiant pour les bronches. Coût de la prescription pour ce patient, 180 francs. Et pourtant, on peut faire mieux. En changeant d'antibiotique, en remplaçant le Clamoxyl par un médicament similaire, la Gramme, l'ordonnance diminue de près de 50 francs. Principe simple, il y a un médicament original et puis il y a des copies en tout point identiques, ce qu'on appelle des génériques beaucoup moins chers. Alors, docteur ? Je préfère généralement prescrire des médicaments connus que je sais que le pharmacien a en stock. Deuxièmement, l'autre problème, c'est que j'ignore en fait les variations de prix entre les différentes copies. Les pharmaciens sont majoritairement prêts à délivrer des médicaments génériques, mais ils veulent voir modifier certaines règles, jusque-là contraignantes. Le rôle du pharmacien sera notamment de le délivrer dans le laboratoire de son choix au meilleur coût pour la sécurité sociale, donc moins cher pour faire clair. Mais la loi vous l'interdit pour l'instant, ça. Aujourd'hui, la loi nous l'interdit, c'est pour ça que je demande un espèce de droit de délivrance générique. Il faudra sans doute aussi revoir les modes de rémunération des pharmaciens et les rendre plus incitatifs. Il y a plusieurs pistes, mais aux Pays-Bas, par exemple, quand le pharmacien délivre un médicament moins cher, il reçoit le tiers de l'économie ainsi réalisée. Sans doute une idée à creuser. Après le comité national du sida, c'est le comité d'éthique qui émet un avis sur la distribution du nouveau médicament Ritonavir, qui n'est pas encore en quantité suffisante et qui est très efficace contre le sida. Il propose de confier la responsabilité de la distribution de ce médicament aux comités régionaux de médecins selon l'urgence des cas à traiter. Et en ultime recours, le comité n'est pas formellement opposé au tirage au sort. Et l'on reparle de Bernard Tapie. Il fait alliance avec les liquidateurs de son groupe pour demander des comptes au Crédit Lyonnais sur des plus-values qui auraient été réalisées par la banque et dissimulées à l'occasion de la revente de sa société Adidas. Bernard Tapie, interrogé par Alain Doubeski. Ça fait 2 ans qu'ils m'ont ruiné, humilié. Ils ont fait déménager ma maison avec des caméras de télévision dans la cour. Ils ont fait visiter ma maison par 2000 personnes qui étaient plus intéressées par le voyeurisme que par la maison elle-même. Et ils m'ont mis en liquidation des biens. Pendant ce temps-là, ils faisaient fortune sur mon dos. Alors j'espère que maintenant que le tribunal est saisi de cette affaire, ils prendront à l'égard de ces gens-là les mêmes dispositions que celles qu'on prend contre les hommes politiques, contre les chefs d'entreprise, contre les petits commerçants, en disant ce pays doit être propre.
Bernard Tapie, vous l'avez entendu, monte donc au créneau. L'affaire a été examinée cet après-midi par le tribunal de commerce de Paris et renvoyée au 2 mai prochain. Explication de ce rebondissement dans l'affaire, Agnès Molinier, Pierre Moscovici. 1993, la société Adidas, en liquidation judiciaire, détenue par Bernard Tapie, est vendue. C'est le Crédit Lyonnais qui a trouvé un repreneur pour 2 milliards de francs. Aujourd'hui, les liquidateurs accusent la banque nationalisée d'avoir en fait racheté pour son propre compte les actions d'Adidas par l'intermédiaire de sociétés offshore, en français des sociétés écrans. Il y a 6 experts qui ont été désignés et qui ont rendu un rapport sans équivoque. Le Crédit Lyonnais a détenu l'ensemble du capital d'Adidas par des sociétés offshore, c'est-à-dire siège Caïman, île Jersey, etc. Et pour donner l'illusion qu'ils en étaient propriétaires, ils leur ont prêté l'argent à 0,5%. C'est le Crédit Lyonnais qui gagnait si ça gagnait, c'est le Crédit Lyonnais qui perdait si ça perdait. Le Crédit Lyonnais n'était pas dans les fonds offshore qui ont racheté Adidas, aux côtés de Robert Louis Dreyfus, et qui lui ont consenti une promesse de vente. Le Crédit Lyonnais a financé ses investisseurs, ce qui est complètement différent. D'autre part, Bernard Tapie accuse le Crédit Lyonnais de l'avoir floué en vendant Adidas pour 2 milliards de francs. Alors que 2 ans plus tard, elle cotait en bourse 8 milliards et demi. Il demande la différence. On ne peut pas reconstruire l'histoire. On peut très bien imaginer, mais moi je n'en sais rien, que si M. Tapie n'avait pas fait de politique et s'était consacré à plein temps à Adidas, il aurait peut-être fait lui aussi d'Adidas une affaire très florissante. Quand on conteste un peu la paternité du succès, bien que ça n'ait aucun rapport avec notre problème, se faire un peu abstraction du mérite que les gens que j'ai mis en place avaient. Le tribunal de commerce a repoussé l'examen de l'affaire au 2 mai. L'actualité internationale, le président Yasser Arafat propose la réunion d'un sommet sur le terrorisme au Proche-Orient. Dans le même temps, la police palestinienne et l'armée israélienne continuent de pourchasser les extrémistes du Hamas. De nombreuses actions sont menées en commun. Palestiniens, Israéliens ont réactivé leur patrouille commune. Olivier Lerner. Naplouse, en Cisjordanie, est sous haute surveillance. Israéliens et Palestiniens patrouillent en commun, l'arme au poing. Ils traversent la ville dans 2 véhicules différents et sont prêts à intervenir ensemble s'il le faut. Depuis la première attaque suicide, nos relations avec les policiers palestiniens se sont un peu détériorées. Très tendu aussi le policier palestinien au volant de son véhicule. Aujourd'hui, c'est lui qui est devant. Nous, on continue comme par le passé et on veut la paix. On travaille main dans la main avec les Israéliens pour ça. La patrouille achève sa ronde sans incident. Israéliens et Palestiniens discutent ensuite en hébreu ou en arabe. Le même thème revient toujours, c'est la sécurité. Des ravitaillements sont arrivés aujourd'hui dans chaque village bloqué par des barrages. Pour circuler, il faut montrer patte blanche. À Gaza, ce soir encore, les policiers palestiniens font du porte-à-porte. Les arrestations se comptent par centaines. La télévision israélienne diffuse les premières interviews des détenus. Celui-ci a entraîné les poseurs de bombes. Shimon Peres écoute attentivement son récit. Peres remonte dans les sondages. Devant les membres de son nouveau parlement réunis pour la première fois, aujourd'hui au grand complet à Gaza, Arafat propose la tenue d'un sommet contre le terrorisme. Arafat et Peres fourmillent d'idées et tentent de sauver par tous les moyens le processus de paix. Mais le plus étonnant ici, c'est que la police palestinienne continue de recevoir des informations très précises des services secrets israéliens, ce qui lui permet de procéder à de nombreuses arrestations dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Ce soir, en direct de Jérusalem, Jean-Luc Manot et Alain Duhamel vous proposeront un invité spécial avec une interview du Premier ministre israélien, M. Shimon Peres, que vous avez déjà entendu tout à l'heure. Un premier entretien sur le fond accordé à France 2 depuis le début de la crise, Jean-Luc Manot. Oui, le Premier ministre israélien nous a réservé sa première intervention dans une télévision étrangère et il répond assez directement dans cette interview à toutes les questions que tout le monde se pose. C'est-à-dire, le processus de paix va-t-il se poursuivre? Qui manipule ou inspire le Hamas? Et comment l'État d'Israël réagit au terrorisme? Après cette intervention du Premier ministre israélien, nous recevrons ici le responsable du Parti travailliste israélien, le parti au pouvoir, le responsable du Likoud, l'opposition de droite, et le ministre français des Affaires étrangères qui est depuis quelques heures ici à Jérusalem. Voilà, on se retrouve dans quelques instants. Rendez-vous aux alentours de 20h18. En bref, encore à l'étranger, à Grozny, la capitale de la Tchétchénie. Les combats continuent entre les indépendantistes et les troupes russes. On se battrait au corps à corps dans le centre de la ville. Le président russe, M. Boris Eltsine, a demandé au gouvernement qu'il a mis sur pied là-bas de négocier avec les rebelles.
En France, le président de la République, M. Jacques Chirac, vient de passer une deuxième journée en Franche-Comté pour s'expliquer directement avec les Français comme il avait prévu de le faire régulièrement. Deux thèmes essentiels aujourd'hui, formation et emploi. Jean-Baptiste Prédaly, Jean Cornu. Dans le Doubs, comme à chaque séjour en province maintenant, le message de Jacques Chirac se décline en images. L'aménagement du temps scolaire, c'est la visite d'une école près de Besançon. Les enfants y partagent leur temps entre disciplines classiques et activités culturelles. La méthode présidentielle est simple, le chef de l'État écoute, se rend compte par lui-même. Comme un état des lieux consacré à la jeunesse, à la formation. D'un déjeuner sans caméra, avec des collégiens d'une zone difficile, au détour à Montbéliard par l'association Les Bains-Douches, qui aide à la réinsertion par la culture. C'était l'occasion vraiment ou jamais de lui parler. Et je pense que lui a su quand même poser des questions, écouter, puis bon, il y a quand même des contrats. On va pas dire le contraire, donc ça pouvait que fonctionner. Même méthode appliquée à l'apprentissage, un dialogue direct dans un centre de formation. Et pour la volonté de réforme sur les rythmes scolaires, le ton est donné. Pas du tout l'intention de laisser influencer par quoi que ce soit, et notamment par les groupes de pression d'où qu'ils viennent, et qui ont pris une part trop importante dans notre pays depuis quelque temps. Donc il faudra trouver une solution aussi à ce problème, et cela implique effectivement la réduction des vacances d'été. La formation et l'éducation aujourd'hui, l'emploi demain. Jacques Chirac, dans le Doubs comme ailleurs, dessine ses propres chantiers, comme s'il y avait d'un côté la gestion gouvernementale, et de l'autre, le temps présidentiel, plus long, plus libre. En bref, un premier rapport sur l'accident du pétrolier Siampress près des côtes du Pays de Galles qui avait provoqué une marée noire il y a un mois environ. Le bateau se serait échoué parce que le capitaine russe et le pilote anglais chargé de guider le navire n'étaient pas d'accord sur la manière d'entrer dans le port. Au dernier moment, le pilote aurait décidé brusquement de changer de cap avec les conséquences que l'on sait. Véronique et Sébastien, les deux adolescents qui ont enterré le corps d'un jeune homme après l'avoir tué, ont été rapatriés cet après-midi d'Aurillac à Paris. Vous les voyez là au moment de leur embarquement dans une voiture de police. Les enquêteurs essaient d'établir les mobiles qui ont amené les deux jeunes gens à perpétrer un acte aussi cruel. Il pourrait s'agir d'une banale affaire de cœur entre les trois. Sébastien et Véronique auraient par ailleurs prémédité leur meurtre, c'est ce qu'indiquent les enquêteurs. En matière d'immigration, depuis quelques mois, le gouvernement français s'est lancé dans une politique plutôt spectaculaire de charter destinée aux immigrés clandestins. Mais les statistiques officielles indiquent que les taux de reconduction à la frontière sont en fait en baisse. L'action des pouvoirs publics dans ce domaine est difficile et parfois légalité et humanité ne vont pas ensemble. Agnès Varamian, Daniel Lévy. Matambou Ngwala s'occupe seul de sa fille de 14 mois depuis jeudi dernier, quand à 7 h du matin, les policiers sont venus chercher sa femme. Diema, diabétique, enceinte de 4 mois, multipliait les démarches depuis 1 an et demi pour rester en France. Sa demande d'asile politique a été rejetée et face aux invitations à quitter le territoire, son mari a entamé des recours écrits au préfet. Mais jeudi dernier, un charter est prévu pour Kinshasa. Diema sera du voyage. J'aurais quand même voulu lui donner quelque chose. Quelques habits par exemple, puisqu'on ne peut pas partir comme ça, là, même pas un franc dans la poche. Il n'a pas tenu compte de son mari. Moi, je suis ici depuis 1986. Je suis en règle. Je suis salarié. J'ai un logement. Et tout ça n'a pas tenu compte de ça. Diema Ngwala ne vivait pas comme une clandestine. La préfecture du Val d'Oise, qui savait où la trouver, est allée au plus simple. Ce jour-là, 3 autres Zaïrois sur 2000 cas d'irréguliers, toutes nationalités confondues dans le département, ont été désignés pour partir. Le nombre des personnes en situation irrégulière baisse en France et les charters, à l'évidence, n'ont pas permis d'augmenter le nombre de reconduites. Les grandes difficultés que nous rencontrons, c'est essentiellement, d'une part, déterminer la nationalité des gens qui sont dépourvus de papiers d'identité, et deuxièmement, d'obtenir des autorités consulaires les laissez-passer permettant d'identifier et de raccompagner ces gens dans leur pays d'origine. Spectaculaire, la politique des charters est, dit-on, indispensable, mais pour l'instant, elle ne permet pas au gouvernement d'atteindre ses objectifs. En revanche, elle crée parfois des situations humaines déchirantes. Cet après-midi ont eu lieu en l'église Saint-Germain-des-Prés à Paris les obsèques de Marguerite Duras. Cérémonie très simple pour les obsèques de l'écrivain en présence d'1 millier de personnes environ et notamment du ministre de la Culture, M. Philippe Douste-Blagy et de M. Pierre Berger qu'on vient de voir sur ces images.
Et puis la disparition à l'âge de 87 ans du poète et auteur de romans policiers Léo Mallet, créateur du célèbre détective Nestor Burma, dont vous pouvez suivre d'ailleurs les aventures sur France 2, interprétées par Guy Marchand. La voiture la plus vendue de ces 50 dernières années aura été la Renault 5. 9 millions d'exemplaires a pris sa mise sur le marché en 1972, dépassant le record de la 4L. Comme la 4 chevaux de l'après-guerre, la R5 a correspondu parfaitement à son époque, ce qui explique d'ailleurs son succès. Jacques Cardoz, Hervé Pozzo. Voici le premier croquis en 1967. Mais le créateur de ce dessin ne verra jamais son enfant, cet enfant, sortir des usines en 1972. Décédé avant de savoir qu'il avait parfaitement répondu au désir de la direction, la R5 va battre tous les records de vente, 9 millions d'exemplaires, c'est encore mieux que la 4L. En 72, on la présente comme une voiture robuste, maniable, mais aussi efficace. La consommation très raisonnable. C'est une voiture destinée avant tout aux femmes. Je crois qu'effectivement, le concept vraiment novateur qui va accompagner la possibilité d'avoir chacun sa voiture, cette miniaturisation, parfois on dit même un peu lilliputienne, vous savez, on dit sur ces voitures féminines, voitures un peu lilliputiennes. Bon, je crois qu'effectivement c'est la Renault 5 qui l'aura inventé et ça va parfaitement coller avec ces deux décennies, années 70, années 80, qui vont être des décennies très individualisées. Et dès 76, la marque aux losanges décide de lancer son nouveau produit aux États-Unis, succès mitigé. Qu'à cela ne tienne, en Europe, elle continue de faire des ravages, surtout auprès des femmes, bientôt auprès des hommes. D'ailleurs, c'est le déchirement en 85, la R5 s'en va, bienvenue à la Super 5. Mais après un quart de siècle passé sur les routes, la saga se termine définitivement. Que les collectionneurs se rassurent, Renault va encore lancer 12 000 exemplaires sous un nouveau nom, Bye Bye. Accident incroyable, impensable au rallye automobile du Portugal, vous allez le voir. Regardez bien, en pleine ligne droite, un spectateur inconscient se précipite au devant d'une voiture. Apparemment, il regardait en l'air, disent des témoins, en direction d'un hélicoptère. Le jeune homme a été sérieusement choqué et blessé aux jambes et vous allez voir l'impact de son corps sur le pare-brise de la voiture de ce rallye du Portugal. Voilà, nous rejoignons maintenant en direct de Jérusalem Jean-Luc Manot, Alain Duhamel pour invité spécial. Jean-Luc, c'est à vous.